Journal rétrospectif, bienvenue à tous. Le président de la République a échangé avec les patrons miniers le mercredi 7 mars au Palais de la Nation. À l'issue de leur entretien, il a été annoncé pour bientôt la promulgation du nouveau code minier par le chef de l'État. Joseph Kabila Kabange, tout en rassurant sur la sincérité de la RDC dans son partenariat, a promis d'examiner les préoccupations des miniers après la promulgation du nouveau code. Et puis en début de cette semaine qui tient à sa fin, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a annoncé les pourparlers pour la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa. Si une solution est trouvée durant le mois de mars en cours, la maison Schengen pourrait réouvrir en début du mois d'avril, a laissé entendre Barthouvry. Et enfin, c'est au courant de cette semaine qui s'achève que le monde a célébré la Journée internationale des droits des femmes. En cette année 2018 en RDC, l'accent a été mis sur la femme rurale, dont les activités ont été valorisées par les ministères du genre et du sport, mais aussi la première dame Marie-Olive Lebekabila qui a parrainé la journée. Le président de la République va promulguer incessamment le nouveau code minier tel qu'adopté au Parlement au courant du mois de février dernier. C'est ce que l'on peut retenir de l'audience que Joseph Kabila a accordée mercredi 7 mars 2018 au Palais des Nations à un groupe de représentants de l'industrie minière à leur demande. Pendant près de 7 heures, soit de 14h30 à 21h, le chef de l'État s'est entretenu avec ses représentants pour clarifier certains aspects du nouveau code minier après que ces derniers ont soulevé quelques inquiétudes qu'ils estiment de nature à affecter leurs opérations sur le terrain. Selon le communiqué de presse émanant de cette rencontre, le président Kabila a rassuré ses interlocuteurs de la poursuite du partenariat économique qui les lie au gouvernement avant de promettre que leurs desiderata seront examinés après la promulgation de la loi minière. Les représentants du secteur minier ont soulevé quelques inquiétudes susceptibles d'affecter leurs opérations sur le terrain. Le président de la République a assuré les opérateurs miniers qu'ils sont des partenaires économiques de la République démocratique du Congo et que leurs préoccupations sont prises en compte à travers un dialogue constructif avec le gouvernement après la promulgation de la nouvelle loi minière en vue de trouver un terrain d'entente sur les problèmes spécifiques soulevés à la suite de l'abrogation de l'ancienne loi. Ainsi fait à Kinshasa le 7 mars 2018. Dans son économie de cet entretien, le ministre de Mines, Martin Kabolulu, a fait savoir que les préoccupations des opérateurs miniers seront tenues en compte dans l'élaboration du règlement minier contenant les mesures d'application du nouveau code minier. Ce règlement devrait être disponible dans plus ou moins un mois. Que fera-t-on de la fiscalité? Ça, nous attendons. Tous, les miniers et nous attendons que le président de la République promulgue le code. Après la promulgation du code, nous allons attendre que les miniers par filière, je viens de le dire au cas par cas, vont nous envoyer leurs préoccupations. Nous allons examiner ces préoccupations, d'abord avec les experts de plusieurs ministères, du gouvernement, disons, et les experts des miniers. Alors, le rapport nous sera fait et nous allons porter ces problèmes au cas par cas. Et nous allons voir avec les commissions du gouvernement et ensuite nous porterons ces modifications à la confection du règlement minier. Parce que nous croyons que la solution, après la promulgation du code minier, sera trouvée dans le sein du règlement minier. Bien sûr, le code est une loi. C'est une loi, mais qui sera aidé dans l'application par le règlement minier. Nous allons prendre les dispositions du code et nous les mettrons dans le règlement minier pour être appliqué. Dès que le code minier est promulgué, nous allons réunir la commission immédiatement. Je crois qu'il faut nous donner peut-être une semaine pour réunir la commission. Et dans les 30 jours, en principe, nous aurons fini le règlement minier. En sa qualité de garant de la nation, Joseph Kabila Kabange, qui a toujours clamé l'ouverture de la RDC aux investisseurs, a ainsi réussi à couper la poire en deux. D'une part, il a préservé les intérêts du pays tels qu'agencés dans la nouvelle loi minière, et d'autre part, il a rassuré ces mêmes investisseurs quant à la sincérité de la RDC dans son partenariat économique.
Les patrons de la diplomatie congolaise, Léonard Tshio-Kitundu, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU le mercredi 7 mars 2018 de redimensionner la force de la MONUSCO, qu'elle devienne une force avec moins de troupes, mais plus spécialisée dans la traque des groupes armés et capable de faire face aux menaces asymétriques. Le ministre des Affaires étrangères congolaises a affirmé que pour le nouveau mandat de la mission, ces troupes doivent travailler en étroite collaboration avec les FARDC, jouir d'une plus grande agilité et mobilité et être doté d'un équipement adapté pour plus d'efficacité. Il a ajouté que la priorité devra donc être accordée à la brigade d'intervention, la seule force offensive qui fait face aux groupes armés. Tshio-Kitundu a aussi rappelé qu'en mars 2017, la RDC avait demandé que le renouvellement du mandat de la MONUSCO prenne en compte les attentes du peuple congolais, dont le souhait le plus ardent est de voir les forces négatives et les différents groupes armés qui sévissent dans la partie est du pays être éradiqués totalement. Démission de Michel Somoué, directeur de cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala, ce jeudi 8 mars 2018. Dans ce qui convient d'être appelé Primature Gate, le désormais ex-DIRCAB a déposé sa démission auprès du vice-premier ministre et ministre de Transport José Makila, qui assure l'intérim du Premier ministre en séjour à Londres. D'après Patrick Mutombo, conseiller spécial du Premier ministre chargé des missions, cette démission fait suite au grave manquement de Michel Somoué à la primature, ce qui a entraîné des décisions sévères et conséquentes. Référé à l'interview du Premier ministre d'hier dans Jeune Afrique. Il vous a dit que quand il y a de graves manquements, cela altère le rapport. Ainsi, de décisions sévères et conséquentes s'imposent. C'est à ce titre qu'il a instruit à son directeur de cabinet de présenter immédiatement sa démission. Le Premier ministre, comme vous le savez, séjourne à l'étranger. En tant que tel, il ne peut pas prendre un autre décret de révocation alors qu'il est à l'étranger. La deuxième possibilité était celle de passer par le vice-premier ministre Makila en tant que premier ministre ad intérim pour qu'il agisse au nom du premier ministre, mais malheureusement, il ne peut pas non plus prendre un décret de révocation. C'est donc un nouvel épisode du Primature Gate, ce scandale qui éclabousse les institutions publiques après la confusion qui a régné à l'hôtel du gouvernement le lundi 5 mars. Pour rappel, après une vive altercation avec les gendres du chef du gouvernement, Michel Somoué avait dénoncé sur Top Congo FM le surnombre de conseillers à la primature, allant jusqu'à avancer le chiffre de 800 conseillers, alors que le budget ne permet pas de tous les rémunérer. En réaction, Bruno Tshibala l'a désavoué en le traitant d'affabulateur. Le Premier ministre a par ailleurs déclaré qu'il n'a que 80 conseillers sur un total de 300 employés. Le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a signé des arrêtés portant restriction d'importation de sacs, sachets, fils et autres emballages plastiques en RDC. Ainsi, l'importation des objets plastiques destinés à divers usages ne peut se faire qu'avec une autorisation délivrée par le ministre du commerce extérieur. Il en est de même pour les matières premières utilisées pour la fabrication de ce produit. Concernant les barres de fer et les ciments gris dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo, Jean-Lucien Boussa a décidé de suspendre pour une durée de 6 mois l'importation de ce produit, excepté en cas d'accords bilatéraux. Pour les ministres, cette décision se justifie pour le besoin d'éradiquer l'entrée massive et frauduleuse de ce produit à partir de postes frontaliers de l'ouest du pays. Ce, en vue de protéger et d'encourager l'industrie locale qui contribue au budget par le paiement d'impôts, taxes ainsi que la création des richesses et de l'emploi dans les murs congolais. Les bières et autres boissons gazeuses sont également suspendues d'importation pour 6 mois sur l'ensemble du pays. Néanmoins, les opérateurs économiques peuvent bénéficier d'une dérogation du ministre en cas de nécessité d'approvisionnement intérieur dans les parties du pays où les consommateurs ont un accès difficile aux produits locaux. Jean-Lucien Boussa précise qu'il peut également accorder une dérogation à toutes les sociétés nationales et établissements nationaux
nationaux ayant conclu de contrats dans les secteurs frappés par les mesures avec les partenaires étrangers avant l'entrée en vigueur de ces arrêtés. Notez en plus que les deux autres arrêtés portent sur la limitation temporaire d'importation de sucre brun à l'ouest de la RDC et celui modifiant et complétant l'arrêté ministériel du Poursuite des consultations entre la CENI et le parti politique en ce qui concerne le processus électoral. Après le parti politique de l'opposition et les Palous, c'était le tour du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD d'être en séance pédagogique avec la CENI le mardi 6 mars 2018. Conduite par Ramazani Chadari, son secrétaire permanent, la famille politique du chef de l'État a été invitée par Corneille Nangaa, président de la CENI, à s'impliquer pour l'adoption de la machine à voter. Le président de la centrale électorale congolaise a aussi fait savoir à ses invités que le processus électoral est entré dans sa phase politique. Il a à cet effet demandé au PPRD de s'impliquer activement pour que la CENI soit dotée des textes légaux qui seront adoptés dans la prochaine session de mars, en particulier les textes sur la répartition des sièges. Corneille Nangaa a aussi plaidé pour l'installation rapide des cours et tribunaux, ce pour les traitements de contentieux de candidature et des résultats des élections à venir. Emmanuel Ramazani Chadari a rassuré le président de la CENI de l'implication totale de son parti pour la réussite effective du processus électoral en cours. Le financement de l'Union européenne à la Commission électorale nationale indépendante n'est qu'une simple propagande. Ces propos sont de Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante. Il répondait ainsi aux propos de Bart Ouvry, représentant de l'Union européenne en RDC. Ce dernier avait déclaré sur les ondes de la radio Top Congo FM que Bruxelles allait intervenir avec les autres partenaires pour un financement à l'ordre de 30% du coût global des élections en RDC. Corneille Nangaa, qui n'est pas allé du dos de la cuillère, a déclaré que c'est depuis 2013 que l'opinion s'entend dire de la part des partenaires techniques et financiers que les élections seront financées. Au finish, rien ne se fait. Selon le président de la centrale électorale, même un Congolais lambda a fini par en déduire purement et simplement que ce sont des déclarations qui frisent la propagande. Vu cette expérience, a annoncé Corneille Nangaa, la CENI a établi son budget sur base d'un plan qui n'intègre pas l'assistance financière internationale. Par ailleurs, Corneille Nangaa a ajouté que son institution s'est déjà dite ouverte à l'audit, autant par l'expertise internationale que nationale. Une solution pourrait être trouvée au courant du mois de mars pour la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa. Bart Ouvry, ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne en RDC, a signifié que des pourparlers sont en cours quant à ce. Il a annoncé aussi que les visas sont toujours délivrés en RDC dans les ambassades d'Espagne et Grèce pour les passagers à destination de ce pays, tout en rappelant que la maison Schengen issue d'une politique commune de l'Union européenne n'existe pas uniquement en RDC. Même si la majorité est encore la délivrance des visas par des ambassades des pays membres, la tendance dans le monde est de plus en plus à avoir un guichet unique comme la maison Schengen. Rappelons que les autorités congolaises ont exigé la fermeture de la maison Schengen à Kinshasa suite à la dégradation des relations diplomatiques avec la Belgique qui centralise les services en République démocratique du Congo. C'est depuis le 5 mars 2018 que le trafic ferroviaire entre Dilolo dans la province de Lualaba en RDC et le port de Lobito en Angola a repris. Ce trafic a été interrompu depuis 34 ans. Son rétablissement va permettre les transports de minerais et autres marchandises produits dans les Grands Katanga, a fait savoir le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Mwilania, qui a assisté à la cérémonie de reprise. Il estime cependant que ce trafic ferroviaire ne va plus s'interrompre car il présente un grand enjeu économique pour la République démocratique du Congo et il fait gagner en distance et en temps en ce qui concerne la durée d'évacuation des matières premières et d'autres marchandises d'exportation. Pour le DIRCAP du chef de l'État, les difficultés auxquelles la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, a été confrontée font partie du passé. Et la SNCC est déjà en accord avec un investisseur en vue de la modernisation de cette entreprise. Ici est de noter en plus que la distance qui sépare Dilolo en RDC et le port de Lobito en Angola est de 1200 km.
Célébration de la Journée internationale de la femme, Kinshasa a rendu un vibrant hommage jeudi 8 mars 2018 à la femme rurale, à qui cette journée a été dédiée spécialement autour du thème « Investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de la RDC ». Dans la matinée de ce 8 mars, des activités sportives dont la marche ont été organisées par le ministère du Genre, Enfants et Familles en collaboration avec celui de la Jeunesse, Sport et Loisirs et parrainées par Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la RDC, dans le parc animalier de la vallée de l'Oncélé, où vivent la majorité des femmes rurales. Prenant la parole en premier, avant le début de la marche, la ministre du Genre, Chantal Safou, a eu des mots justes pour circonscrire l'événement. Mais nous tenions d'abord à rendre un vibrant hommage à la distinguée première femme, marraine de cette activité. C'est grâce à elle que nous sommes là. Elle a cru en nous, elle a cru en toutes les femmes. Elle a voulu s'associer à cette fête et voilà, elle est là. Et donc, celle qui nous a toujours motivés, celle qui nous a toujours donné l'exemple et qui permet à ce que toutes les activités que nous entreprenons, nous l'avons toujours prise comme modèle et aujourd'hui elle nous prouve qu'elle mérite d'être ce modèle-là en étant près de nous, en étant là. Avant que Marie-Olive Lembe Kabila donne les go de la marche, à laquelle elle-même a pris part activement, le ministre du Sport, Papi Nyango, a donné des consignes à suivre pendant la marche. Ce, après avoir remercié le couple présidentiel pour le cadre offert pour la marche. Ceux qui nous ont offert ces cadres ne l'avaient pas accepté. Madame la ministre vous a cité sa distinguée première dame pour ses signes d'accompagnement, pour ses sens d'encouragement. Je voudrais réitérer également, comme l'a dit Madame la ministre du Genre, nos remerciements. Arrivés au point de chute, les marcheurs ont eu droit à la connaissance du parc grâce à son directeur Gomer Pelgrims. Il a indiqué que le parc contient 13 espèces d'animaux qui sont entre autres la girafe, le cheval, la vache, l'âne, le lion, les léopards, l'hippopotame, etc. Il a aussi annoncé que dans quelques semaines, le parc sera ouvert au public pour des visites. La représentante des femmes maraîchères de cette vallée a ensuite plaidé pour l'autonomisation de la femme. Kiyama Sona a demandé à cet effet qu'il soit octroyé à cette dernière beaucoup d'espace pour exploiter les champs. Pas de grandes surfaces pour cultiver, l'accès à l'eau et l'électricité, problème de commercialisation de nos produits agricoles, problème de financement, problème des intrants rudimentaires et pour ne citer que cela. Quelques femmes rurales présentes ont plaidé en faveur de l'aménagement des routes des dessertes agricoles pour évacuer leurs produits et d'autres par contre ont demandé le suivi des mesures prises en faveur de la femme rurale. Maman ya bilanga zui valeur batiki ba mama ya bureau batiki ba mama député batiki ba mama ministre ba ye ko zo ba mama ya bilanga oyo muto zo ba lwike na ko sala bilanga te bato ba sala bilanga te bato ba tanga te non mama papa ce qui ye et pas yo ngana cadre ba mama o yo que il y a des femmes licenciées mais compte tenu pomboka na biso tombwama ezande bilanga totela mikili ya poto mutu soki asali ba pesi ye mbongo na ye ya licence azongi na village natal na ye ake ko sala agriculture papa na yebe loko na kopesa mama Olive te eloko na sengi nzambo tozo bondela butu moi oya kela likolo na se amona mama Olive à travers mama Olive amona Kabila. Ce n'est pas n'importe qui tokoki kotala monde atier basali eloko tala eloko mama sali pona ba mama donc nazane sengo mingi pona komona ba maman basala kabilango bato alibike ba maman na batanga te mais moi j'encadre des mamans maraîchères, il y a les licenciés. La marraine de la journée, Marie-Olive Lembe Kabila, a ensuite décerné les prix aux 50 premiers arrivés de la marche, femmes et hommes confondus. Les femmes ont enfin eu droit au cocktail et ont exhibé quelques pas de danse. La Cour pénale internationale
par le biais des secours d'appel, assiégé ce jeudi 8 mars 2018 pour rendre le jugement en appel contre l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba. Il s'agit du verdict de la deuxième affaire au sujet de laquelle Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour subornation des témoins dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en République centrafricaine. À l'issue de ces procès, la Chambre d'appel considère qu'il est nécessaire de renverser des décisions relatives aux peines prononcées contre Bemba. Elle a ensuite décidé de renvoyer la question à la Chambre de première instance initiale pour statuer à nouveau sur le peine à infliger à l'ancien vice-président de la RDC. En résumé, la Chambre d'appel a rejeté tous les aspects de la procédure engagée par la Chambre de première instance. Celle-ci va en l'occurrence procéder à la suspension de peine prononcée contre Bemba. Ainsi, par la voie de l'appel, la Chambre d'appel considère que celle de la première instance va devoir passer en revue les peines prononcées, puisqu'elles sont manifestement légères et inappropriées au point de constituer un abus du pouvoir discrétionnaire de la part de la Chambre de première instance. En somme, la Chambre d'appel a rejeté tous les moyens engagés pour la condamnation de Jean-Pierre Bemba. Le procès de l'ancien vice-président de la RDC va donc devoir poursuivre son cours normal jusqu'à la fin afin que le verdict soit justement rendu. Suite à l'arrestation de ressortissants RD congolais vivant en Zambie, le ministre délégué en charge de Congolais de l'étranger Emmanuel Ilunga Ngoy Kasongo a échangé le mardi 6 mars 2018 à Kinshasa avec l'ambassadeur de la République zambienne en RDC Friday Nyambe pour lui faire part de la préoccupation des autorités de la République démocratique du Congo quant à ce. Emmanuel Ilunga fait savoir qu'au lendemain du retour du président Kabila de la Zambie, le service zambien de sécurité ont procédé à l'arrestation massive des ressortissants RD congolais. Sans connaître le mobile de cette arrestation, plus de 94 Congolais, selon Emmanuel Ilunga, ont été répartis dans les différentes prisons de ce pays sans procès ni jugement. Le ministre de Congolais de l'étranger a, à cette occasion, invité l'ambassadeur de la Zambie en RDC à s'investir dans ces dossiers pour obtenir la libération sans condition de tous ces ressortissants de la République démocratique du Congo parce que, pour Emmanuel Ilunga, ils sont des paisibles gens qui font du commerce et payent normalement leurs taxes dans ce pays. Le diplomate zambien, quant à lui, s'est dit surpris et a promis d'en parler à son consul général à Lubumbashi pour voir dans quelle mesure libérer ce Congolais arrêté. Une affaire à suivre. Laïla Zeroui, chef de la MONUSCO, a condamné le dimanche 4 mars 2018 les nouvelles attaques contre des femmes et des enfants en Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle s'est dit profondément choquée par la dernière attaque qui a récemment ciblé des civils dont la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Pour sa part, Florence Marshall, une des porte-parole de la mission onusienne en RDC, il revient au gouvernement congolais la responsabilité de protéger les populations dans cette partie du pays. Aussi d'amener les deux communautés en conflit à cohabiter pacifiquement de nouveau. La MONUSCO a par ailleurs appelé les autorités congolaises à ouvrir des enquêtes au sujet de fréquentes violences à caractère communautaire. Également à prévenir de nouvelles attaques et de stabiliser la situation dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Le bâtiment principal de l'hôpital du Cinquantenaire n'a pas brûlé. Il s'agissait plutôt de 2 cliniques mobiles et d'une ambulance dans un hangar qui ont été consumés par le feu, a déclaré le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé. S'étonnant des images impressionnantes qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, montrant comme si les bâtiments principaux avaient pris feu, le docteur Oli Ilunga confirme et martèle que celui-ci n'a pas été touché et que le feu était à près de 150 mètres de lui. L'hôpital du Cinquantenaire n'a pas pris feu. C'est un hangar à plus de 100 mètres de l'hôpital dans lequel en fait des ambulances ont pris feu.
Il y a 2 cliniques mobiles qui ont été détruites et une ambulance normale qui est également détruite. Il n'y a pas de vies humaines perdues, donc c'est uniquement des dégâts matériels au niveau du hangar à plus de 100 mètres de l'hôpital. Cependant, le ministre de la Santé, Oli Lunga, indique que les causes de cet incendie ne sont pas encore connues jusqu'ici. Le gouvernement rwandais a procédé à la fermeture de plus de 700 églises non conformes aux normes de sécurité et d'hygiène. Suite à cette opération, 6 responsables religieux ont été arrêtés comme annoncé le mardi 6 mars 2018 par la police rwandaise. Les autorités rwandaises avaient annoncé que 714 églises et une mosquée devraient fermer à compter du 1er mars de l'année en cours à Kigali. Ce, tant qu'elles ne seraient pas en règle avec les normes sécuritaires et hygiéniques. Cette mesure affecte surtout des petites églises pentecôtistes dont la plupart ne rassemblent pas plus que quelques centaines de fidèles. Les responsables religieux avaient critiqué cette annonce, estimant que le gouvernement se montrait trop strict. Le gouvernement a justifié sa position par le fait que certains prédicateurs dupaient leurs fidèles par des serments trompeurs. Notez par ailleurs que le Rwanda prépare aussi une nouvelle loi concernant les congrégations religieuses qui devrait rendre encore plus difficile l'ouverture de nouvelles églises au pays de 1000 collines. Si cette loi est adoptée au courant de l'année, les prédicateurs devront obligatoirement suivre le cours de théologie. Dans le cadre de promouvoir la richesse de la culture congolaise, le groupe Wende Folk Group du Congo, en prélude de sa tournée héros-américaine, a organisé le vendredi 2 mars 2018 un ballet dénommé Isola Iso Mbote. Isola Iso signifie entre nous, en dialecte mongo de la province de l'Équateur en RDC, et Mbote est une formule de salutation lorsque deux personnes se rencontrent. Les messages lancés dans ce spectacle est « L'union fait la force, l'unité fait le Congo ». Au menu de ces ballets, la richesse de la chorégraphie et la beauté des costumes alliés au rythme des tam-tams, la diversité des chants et danses puisés dans les riches répertoires ancestrales. Le groupe Wende Folk Group a argumenté la soirée a tenu toutes ses promesses et satisfait les attentes du public. Les danses contemporaines exécutées qui ont été suivies d'un cocktail mixte ont fait du spectacle un bon mélange des cultures contemporaines et modernes du Congo. Les ballets Isola Iso Mbote militent aussi en faveur de l'amour et de l'unité entre les hommes pour la paix en vue du développement harmonieux de la nation. Fin du journal rétrospectif, mais mesdames, messieurs, fin de ce journal rétrospectif, mesdames, messieurs, voici le rappel des principaux titres. Le président de la République a échangé avec les patrons miniers le mercredi 7 mars au Palais de la Nation. À l'issue de leur entretien, il a été annoncé pour bientôt la promulgation du nouveau code minier par le chef de l'État. Joseph Kabila Kabange, tout en rassurant sur la sincérité de la RDC dans son partenariat, a promis d'examiner les préoccupations des miniers après la promulgation du nouveau code. Et puis en début de cette semaine qui tient à sa fin, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a annoncé les pourparlers pour la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa. Si une solution est trouvée durant le mois de mars en cours, la maison Schengen pourrait réouvrir en début du mois d'avril, a laissé entendre Bartouvri. Et enfin, c'est au courant de cette semaine qui s'achève que le monde a célébré la Journée internationale des droits des femmes. En cette année 2018 en RDC, l'accent a été mis sur la femme rurale dont les activités ont été valorisées par les ministères du genre et du sport, mais aussi la première dame Marie-Olive Lembe-Kabila qui a parrainé la journée. C'est par cette note que nous terminons ce journal rétrospectif. Mesdames, Messieurs, excellent week-end chez vous.